Bonjour chers élèves, donc voilà je vous propose une autre série sur les ondes d'une façon générale, mais en particulier sur les ondes lumineuses. Donc vous voyez déjà dans la première page la signification de la diffraction de la lumière. Donc quand la lumière rencontre un obstacle qui est très très petit, de même ordre de sa longueur d'onde, la lumière ne se propage plus de façon linéaire, comme ce qu'on a vu dans l'optique par exemple. D'accord? Donc quand l'ouverture est de même ordre de grandeur que la longueur d'onde, la lumière se diffracte. Et vous voyez bien que la figure de diffraction elle est perpendiculaire à l'ouverture. Donc là l'ouverture est horizontale, la figure de diffraction elle est verticale. Inversement bien sûr, si l'ouverture est verticale, vous allez observer une figure de diffraction horizontale. Bien. Donc avant de démarrer, je vous rappelle que quand on parle de la diffraction de la lumière, c'est un phénomène qui n'est pas réservé aux ondes lumineuses. Donc c'est un phénomène qu'on peut observer quel que soit le type d'onde, onde sonore, onde mécanique, onde lumineuse et autres. Bon, juste un petit mot sur les ondes lumineuses. C'est un domaine très très réduit du spectre des ondes électromagnétiques. Il est placé entre à peu près 300 nanomètres jusqu'à 800 nanomètres. Donc la plus petite longueur d'onde c'est le violet et la plus grande c'est le rouge. Autre chose à rappeler, d'accord, quelles sont les conditions pour obtenir une onde diffractée? Donc la condition bien sûr principale c'est que l'onde rencontre un obstacle qui peut être un objet matériel, ça peut être un cheveu, de la poussière, un fil ou ouverture dans une surface, fente, trou, etc. Donc si la dimension de cet objet est de même ordre de grandeur de la longueur d'onde, on obtient une figure de diffraction. Bien sûr, la dimension de l'objet peut changer suivant la nature de l'onde. Si vous utilisez une onde lumineuse, on a besoin des ouvertures de l'ordre du micromètre. Par contre, si vous utilisez par exemple les ondes sonores, des ouvertures de l'ordre du mètre sont nécessaires. D'accord? Par exemple, pour les ondes lumineuses, vous voyez bien que lambda est de l'ordre de 77 cm. Donc, on peut diffracter de l'onde sonore avec des objets de l'ordre de 80 cm par exemple. Ce qui n'est pas possible pour une onde lumineuse, bien sûr, puisque la longueur d'onde elle est extrêmement petite. Si vous prenez le rouge, par exemple, c'est 800 nanomètres, donc il faut la lumière rouge est diffractée par des objets de l'ordre du micromètre. Donc 800 nanomètres, c'est 0,8 micromètres. Bien, donc voilà les exercices que je vous propose. 1. On va traiter 3 questions sur les ondes mécaniques, lumineuses et sonores. J'ai indiqué ici les résultats, l'énoncé essentiel. Donc on vous donne la fréquence, la célérité, on vous demande de calculer la longueur d'onde. Ensuite, de comparer le mouvement de points qui sont situés à 16 cm de la source. Le premier point, le deuxième à 40 cm. D'accord? Comparer leur mouvement en phase, en opposition de phase, en quadrature de phase et ainsi de suite. Bon, pour les ondes sonores, on vous dit qu'on va utiliser le principe de détection des chauves-souris, des insectes par les chauves-souris. D'accord? On suppose que les chauves-souris sont immobiles et qu'une chauve-souris veut récupérer un insecte ou bien veut savoir la position d'un insecte qui est situé à une distance de 3,5 mètres. D'accord? On vous dit les ultrasons, la vitesse des ultrasons dans l'air et on suppose que l'air est un milieu non dispersif. D'accord? Donc, question, définir d'abord un milieu non dispersif. Ensuite, quelle doit être la durée maximale de l'émission pour que le front d'onde réfléchi ne se superpose pas à l'onde émise. D'accord? Vous avez une chauve-souris, un insecte. Pour détecter la position, qu'est-ce qu'elle fait la chauve-souris? Elle envoie un pulse et il va être diffracté par l'insecte et la connaissance de décalage temporel entre l'émission et la réception permet à la chauve-souris d'avoir une idée sur la position de l'insecte. D'accord? Bien. Pour les ondes lumineuses, question très classique, on vous dit faire le schéma clair de la figure de diffraction et ensuite faites très attention, là je note juste les données essentielles, on vous dit tangente θ est égal à θ, mais faites très attention, ça c'est valable uniquement si θ est exprimé en radians, d'accord? Après on va établir les résultats classiques de la diffraction, on déduire l'expression de lambda
et calculer sa valeur. Bon là, c'est un exercice très classique, je vais passer très rapidement pour la correction. Bon, pour l'exercice 2, il est réservé essentiellement à la diffraction. A est de l'ordre de grandeur, on vous donne l'ouverture de la pente, de l'ordre de dixième de millimètre. On place un écran D, à une distance D de ce fil, un écran à la distance D. Donc D est très grande bien sûr devant l'ouverture. Qu'est-ce qu'on veut dire? Recouper. Donc quel enseignement sur la nature de la lumière ce phénomène apporte-t-elle, c'est-à-dire le phénomène de diffraction? Faire apparaître l'écart angulaire θD, autrement dit, essayer de compléter ce schéma-là. Montrer que L est égal à ça. Bon, là, pour le moment, c'est classique. Voilà la partie importante. Maintenant, on dispose de deux fils calibrés, l'un de 60 micromètres, l'autre de 80 micromètres. On place successivement ces deux fils sur le dispositif de tout à l'heure et on obtient deux figures de diffraction. D'accord? À vous de savoir, la figure A correspond à quel diamètre? À 1 ou à 2. D'accord? Voilà, on mesure pour chaque fil, on va mesurer L en fonction de A1 sur A, et on vous dit la lumière émise par la souris des types chromatique. Qu'est-ce que ça signifie? Montrer que L est égal à fonction A est en accord avec l'expérience. Donc voilà ce qu'on obtient à l'expérience. Donc montrer que théoriquement, effectivement, que L en fonction de 1 sur A est une droite. Donner la valeur numérique de cette équation. D'accord. Ensuite, à partir de la valeur numérique, calculer la fréquence de la lumière monochromatique émise par le laser. Donc vous allez voir que les utilisations essentielles de la diffraction, c'est la détermination des objets microscopiques ou des longueurs d'onde inconnues. Dans ce cas-là, par exemple, on va déterminer la valeur de la longueur d'onde du laser utilisé. Ensuite, à la traversée de ce milieu transparent dispersif, les valeurs de la fréquence de la longueur d'onde et la couleur associée à cette radiation varient-elles. D'accord? Voilà, on vous donne la célérité de la lumière, lumière dans le vide, bien sûr, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Dernier exercice, on va utiliser la diffraction, mais pas d'une onde lumineuse, mais d'une onde mécanique. C'est le tsunami, donc modélisé par une onde mécanique progressive périodique qui se propage avec une vitesse qui est égale à racine carrée de g fois h. Donc g c'est l'accélération de pesanteur, h c'est la profondeur de l'océan. On étudie la propagation de l'onde de tsunami dans une région où h égale à 6 km, justifier la nature transversale des ondes, calculer la vitesse de ces ondes mécaniques, sachant que la durée qui sépare deux maximums consécutifs, c'est 18 minutes, calculer leur longueur d'onde. Et dans le cas où lambda est très grand devant h, la fréquence des ondes reste constante et se propage en se rapprochant des côtes. Comment varie la longueur d'onde si l'onde se rapproche de la côte? Justifiez votre réponse. L'onde de tsunami passe entre deux îles, A et B, séparées par une distance 100 km. On suppose que la profondeur de l'océan au voisinage des deux îles reste constante et que l'onde de tsunami incidente est linéaire de longueur d'onde lambda 120 km. Est-ce que la condition de diffraction est vérifiée au passage de l'onde entre les deux îles? Dans le cas où il y a diffraction, donnez la valeur de la longueur d'onde de l'onde diffractée et calculer l'angle de diffraction. Donc voilà un ensemble de séries d'exercices qui vont vous permettre de faire une révision globale sur les ondes d'une façon générale. Bon, tout ce qui est classique, je vais passer rapidement et je vais m'insister sur les choses essentielles. Bien, exercice 1. Voilà les données essentielles. On vous donne la fréquence, la vitesse de l'onde, calculer la longueur d'onde. Donc là, c'est une formule très classique, TV égale lambda. Pour se rappeler, TV c'est lambda, T c'est la période, V c'est la vitesse. Donc on connaît la fréquence, donc je peux déterminer la période, parce que la période c'est l'inverse de la fréquence. Donc je peux déterminer lambda facilement. Donc V c'est lambda sur T, c'est lambda fois F. Tout est exprimé dans les unités internationales. Je n'ai qu'à faire la valeur numérique et ça me donne 0,08 mètres. Comparer le mouvement de A situé, pour comparer le mouvement de deux points, d'accord, qui sont situés à distance D1 et D2 de la source, méthode classique, on fait quoi? On calcule la différence entre les deux points. Donc, et on compare à la valeur de lambda. Donc vous avez xb moins xa, c'est égal à 24,
et 24 cm, pardon. Vous voyez bien, lambda c'est 8 cm, 24 cm c'est 3 lambda. Donc c'est un multiple entier de lambda. Donc A et B sont en phase. Donc s'ils passent par maximum, minimum en même temps. Donc ils sont en phase. Leur amplitude à chaque instant, elle est la même. Pour les ondes sonores, on vous dit définir un milieu non dispersif. Qu'est-ce que ça veut dire un milieu non dispersif? C'est un milieu dont l'indice de réfraction ne dépend pas de, ou la célérité, c'est la même chose, ne dépend pas de sa fréquence. D'accord? Il y a très peu de milieux non dispersifs. Le milieu le plus qu'on connaît le plus, c'est l'air. On vous donne l'indice de l'air, c'est 1. Ça veut dire tout simplement la vitesse de toutes les fréquences dans l'air est égale, elle est la même. C'est C. Par contre, si la célérité dépend de l'indice de réfraction, dans ce cas-là, pour chaque longueur d'onde, va se déplacer dans ce milieu avec une vitesse différente. D'accord? Donc, un milieu non dispersif lorsque la célérité est indépendante de la fréquence de l'onde. Bien, quelle doit être la durée maximale de l'émission pour que le front d'onde réfléchi ne se superpose pas avec l'onde émise? Voilà le principe de détection. Voilà les chauves-souris, voilà l'insecte. Pour détecter cette distance, qu'est-ce qu'elle fait le chauve-souris? Il envoie un pulse, c'est-à-dire juste un sal ou bien une impulsion, une onde très courte. Cette onde va se déplacer, arriver sur l'insecte, il va être réfléchi plutôt, il va être réfléchi, et connaissant le temps mis par cette onde-là entre l'émission et la réception, le chauve-souris a une idée sur la position. Maintenant, imaginez que le chauve-souris envoie cette onde, cette pulse-là. Ce pulse, pendant sa réflexion, voilà, il va être réfléchi et l'on voit un deuxième. Donc les deux vont se croiser. Donc il va y avoir des interférences. Donc il va y avoir un problème sur le temps. Donc pour que la chauve-souris, autrement dit, quel est le temps maximal, on vous dit quelle est la durée maximale de l'émission pour que le front d'onde réfléchi ne se superpose pas avec l'onde émise, il faut que la chauve-souris n'émet aucun autre onde après la première émission jusqu'à sa réception. C'est-à-dire la chauve-souris va émettre un pulse, il va faire ce trajet-là, hop, hop, il va le détecter. Une fois qu'il détecte l'onde réfléchie, il peut, cette fois-ci, émettre un deuxième. Donc la durée maximale, c'est le temps mis par l'onde pour faire un aller-retour. Donc pendant cet aller-retour, il ne faut pas que la chauve-souris émet une deuxième onde, sinon il va être superposé avec l'onde réfléchie. Et donc, le temps maximal, c'est le temps d'un aller-retour, et le temps d'un aller-retour, c'est le temps, la vitesse et la distance sur le temps, ça veut dire le temps, c'est 2D sur V. D, c'est la distance entre la chauve-souris et l'insecte. Voilà, pour faire une application numérique, vous allez trouver 0,02 secondes. Question 3, onde lumineuse. Donc voilà la figure, je vais l'expliquer une fois pour toutes, vous l'avez toujours dans le cours, mais ce qu'il faut faire très attention, c'est les notations. Il se peut, c'est un exercice, on vous note cette distance-là, c'est L, celle-là, c'est D, donc il ne faut pas apprendre les formules par cœur, il faut savoir les retrouver. Donc vous avez la fente de largeur A, voilà la figure de diffraction, vous avez une tâche centrale, et vous avez la distance entre l'écran et la fente. Et l'angle sur lequel on voit la moitié de la tâche centrale, on l'appelle θ. Après, ça dépend d'exercice. On peut noter ça petit L, on peut noter ça grand L, on peut noter ça grand L ici. Donc, c'est la méthode qu'il faut apprendre. Donc, vous avez deux relations. La première, on considère toujours que l'angle θ est faible. Ça veut dire tangente θ est de l'ordre de θ. Mais ça, c'est valable uniquement si θ, à condition de prendre θ en radian. Bien sûr, petit d, grand D dans la même unité. D'accord? Donc, θ égale à d sur d. Donc, voilà la première relation. Donc, θ égale à petit d sur grand D. Bien sûr, petit d, c'est quoi? C'est la largeur de la moitié de la largeur de la tâche centrale. Deuxième équation, c'est la relation entre θ et lambda. Certains élèves me disent d'où vient cette relation. Donc, cette relation, c'est un résultat qu'on déduit à partir de l'expérience. On ne le démontre pas. Ça, c'est à prendre par cœur. Donc, θ varie de façon inversement proportionnelle à l'ouverture. Donc, θ égale à lambda sur A. Voilà, vous avez ces deux relations et vous pouvez déduire tout ce que vous voulez. Bien, maintenant, on va exprimer
lambda en fonction de petit d, grand D et A. Des fois, on vous dit en fonction de L. Hein, donc, lambda, vous faites juste petit d sur D égale à lambda sur A. Et vous allez dire lambda égale à petit d fois A sur grand D. Bien sûr, petit d, c'est grand L sur 2. Donc, A fois grand L sur 2 fois grand D. Voilà, ensuite, calculer lambda, on vous donne A, on vous donne D, on vous donne petit d. Seule condition, bien sûr, il faut transformer petit a en mètres. Faites très attention aux unités et centimètres en mètres. Et ça vous donne un résultat, un 10 puissance 6 mètres, c'est-à-dire 1 micromètre. Bien, on passe à l'exercice 3. Quel enseignement la nature de la diffraction peut nous donner sur la lumière? Donc, qu'est-ce que c'est que la diffraction, bien sûr? Il ne peut dire, le phénomène observé est un phénomène, est appelé la diffraction. Et il permet, bien sûr, il permet d'affirmer que la lumière est une onde électromagnétique. D'accord? Donc la diffraction plus les interférences, ce sont les deux expériences qui ont montré clairement la nature ondulatoire des ondes lumineuses. Bon, compléter ces figures, bien sûr, grand T, la largeur de la tâche centrale et l'angle θ. Donc ça, c'est classique. Montrer, on vient de le montrer. Ça, je vais passer rapidement. Ça, on vient de le montrer. Je ne vais pas le refaire. Maintenant, je passe à la question suivante, plus intéressante. On a maintenant deux diamètres, deux fentes en fait, A1 et A2. Et on vous dit, quelle est cette courbe-là? Est-ce qu'elle correspond à A1? Cette figure, par exemple, on va prendre la première figure. Est-ce qu'elle correspond à la fente A1 ou la fente A2? Donc, vous voyez bien que pour la première figure A, la largeur de la tâche centrale est grande. Ça veut dire θ est grande. Si θ est grande, ça veut dire A est petit. Donc, c'est effectivement A1. Donc ça correspond à A1 et l'autre correspond à A2. Pourquoi? Parce que la largeur de la tâche centrale, elle est inversement proportionnelle à la largeur de la fente. L'onde émise par la source est dite monochromatique. Qu'est-ce que ça signifie ce terme? Mono, c'est un seul. Chrome, c'est couleur. Donc une seule couleur. Une seule couleur ou bien une seule fréquence. D'accord? Une onde lumineuse est caractérisée par sa fréquence. Une lumière monochromatique est caractérisée par une seule longueur d'onde, donc une seule fréquence. Montrer que l'allure de la courbe est obtenue en accord avec l'expérimental, ça veut dire qu'il faut montrer que L est égale en fonction de 1 sur A à une droite. Voilà la relation qu'on a démontrée tout à l'heure. Donc je vais l'écrire. Bien sûr, lambda c'est une constante. Et pour la figure de diffraction bien donnée, la distance entre la fente et l'écran, c'est une constante. Donc tout ça, de lambda d, c'est une constante. Donc de la forme k fois x. Avec x, c'est 1 sur a, et y. Donc y égale à k fois x. Donc c'est bien une droite qui passe par l'origine. D'accord? Vous avez y, c'est L. X, c'est 1 sur a. Et vous avez y égale à k fois x. Avec la constante k, c'est quoi? C'est 2 lambda fois a, qui représente quoi? Qui représente la pente de cette courbe. Bien. Maintenant, on va déduire numériquement cette valeur-là. Donc, il suffit de calculer la pente de cette droite. Donc, la pente, vous prenez deux points quelconques. Voilà, on va la prendre ici, deux points quelconques. Je prends par exemple 0,04 pour y, ça correspond à x égale à 1500. Il faut faire très attention. Bon, c'est en mètres, donc très bien, on n'a rien à faire. Il suffit juste de faire le rapport. 0,04 divisé par 15 000 plutôt, et non pas 1500, ça vous donne 2,7, 10 moins 6. Mètre carré, hein? Donc mètre divisé par mètre moins 1, c'est mètre au carré, d'accord? C'est normal, c'est distance fois distance. Bien, maintenant, vous avez 2 lambda fois d, c'est la pente, donc est égal à 2,7. Donc connaissant d, on va déduire lambda. Vous voyez un peu le principe de détermination d'une longueur d'onde dans laser d'une lumière inconnue. Donc on voit que cette longueur d'onde est 540, de l'ordre de 540 nanomètres. Bien. Maintenant, connaissant la longueur d'onde, on peut déterminer la fréquence, et bien sûr, c'est sur lambda. Bon, ça, c'est des résultats classiques. Maintenant, à la traversée de ce milieu transparent dispersif, on vous dit c'est un milieu dispersif, les valeurs de la fréquence, de la longueur d'onde et la couleur associée à cette relation, radiation varient-elles? Bien sûr, puisque là, bon, il y a certains qui vont varier, d'autres non, bien entendu. Mais on vous dit le milieu est dispersif, et on vous dit que, bien sûr, dispersif, ça veut dire l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. Qu'est-ce qui ne change pas? C'est la fréquence. Donc l'onde est caractérisée par sa fréquence. Celle-ci ne dépend pas du milieu. D'accord? La fréquence dans le vide est égale à la fréquence dans le verre. Elle est de 5,5 10 puissance 4. Par contre, la vitesse change.
parce que la vitesse est définie par quoi? La vitesse, vous avez lambda est égal à C sur F, ça c'est dans le vide. Mais par contre, dans le vert, lambda va être V sur F, parce que la vitesse a changé. Et pourquoi la vitesse a changé? Parce que l'indice change en fonction de la longueur d'onde. Donc en faisant le rapport, lambda sur lambda 0, ça vous donne V sur C. Or, l'indice de réfraction, c'est C sur V. Donc, c'est 1 sur N. Or, N est égal à C, voilà, je le rappelle ici. L'indice de réfraction, c'est la vitesse de l'onde dans le vide par rapport à la vitesse dans le milieu. Par exemple, dans l'air, la vitesse dans l'air, c'est C, et vous avez l'indice est égal à 1. C'est pourquoi l'air, c'est un milieu non dispersif. Par contre, pour le verre, la vitesse de l'onde change. Elle est de la vitesse de la lumière dans l'air. Lorsque la lumière traverse le verre, sa vitesse diminue, de façon à ce que l'indice de réfraction soit égal à 1,64. Donc on retrouve bien une relation très connue qu'il faut absolument connaître. Lambda, c'est lambda 0 sur n. Vous voyez bien que suivant l'indice de réfraction du milieu, la longueur d'onde diminue par rapport à celle du vide. Et il devient 3,3 10-7. Donc fréquence ne change pas, la longueur d'onde change suivant la valeur de l'indice de réfraction du milieu. Pour les milieux dispersifs, bien sûr. Et je passe enfin à l'exercice sur, bon, je vais un peu rapide parce que ce sont des exercices que j'ai déjà traités sous forme de cours, certains sous forme de cours, donc c'est juste une révision. Donc là, on va parler de la diffraction, mais des ondes mécaniques. Donc la diffraction n'est pas réservée aux ondes lumineuses. Donc toute onde, lorsqu'elle traverse un obstacle qui est de même ordre de grandeur de sa longueur d'onde, peut subir un phénomène de diffraction. Donc voilà les surfaces, les ondes, les vagues à la surface d'un océan. Vous avez un objet ici, vous voyez bien, l'objet va se déplacer verticalement une fois que l'onde arrive à l'objet. Et voilà la direction de propagation, d'où l'onde qui se propage. Les vagues qui se propagent dans l'océan, ce sont des ondes mécaniques transversales. La vitesse de l'onde, là on vous donne la formule, on vous donne V racine carré de G fois H. G c'est l'accélération de pesanteur. On vous donne la hauteur de l'océan, donc je peux calculer la vitesse de 145 mètres par seconde. Si je connais la vitesse, bien sûr, je peux déterminer la longueur d'onde par la fameuse relation lambda est égal à TV. Donc lambda est égal à TV, voilà. Et je trouve, bon ça c'est des applications, de 64 10 puissance 5 mètres. Maintenant, est-ce que la longueur d'onde, la variation de la longueur d'onde près des côtes? Là, il faut l'énoncer correctement. On vous dit, plus on rapproche des côtes, plus la profondeur de l'onde diminue. Or, la vitesse, elle est liée à la profondeur. Donc, la vitesse, bien sûr, va diminuer. Donc, c'est que la vitesse diminue. Et comme la vitesse est proportionnelle à la longueur d'onde, donc la longueur d'onde va diminuer aussi. D'accord? Bien. Maintenant, je passe à la question 5. On vous dit, donc, or, on suppose que la fréquence est donc T reste constante. Donc, bien sûr, si la vitesse diminue, la longueur d'onde diminue. Donc là, on vous donne la longueur d'onde 120 km et D égale à 100 km. Bon, la longueur d'onde, on l'a calculée, je crois. La longueur d'onde... on a lambda égale à 120 km et D égale à 100 km. Vous voyez bien que le diamètre entre les deux îles est de même ordre de grandeur de lambda. Donc on a effectivement, on va avoir un phénomène de diffraction. Maintenant on va étudier l'onde diffractée. Elle conserve la même valeur de longueur d'onde. On va voir pourquoi. En effet, on suppose que près des côtes, et là c'est écrit dans l'énoncé, on vous dit que la hauteur reste constante. Près des côtes, la hauteur de l'océan reste constante. Donc, si la hauteur reste constante, ça veut dire la vitesse est une constante. Et comme la fréquence elle ne change pas, bien sûr, la fréquence d'une onde reste constante. Si ça veut dire la période, elle est la même. Autrement dit, lambda, si la vitesse est constante, ça veut dire lambda est constant. Donc, pour l'onde diffractée, il va conserver la même vitesse et la même longueur d'onde. Enfin, on nous demande de calculer l'angle diffracté. Bon, je connais lambda, je connais D. Donc, θ est égal à 1,2 radian. Donc, voilà pour se corriger. Le lien pour le cours et les exercices, bien sûr, vous allez les trouver dans la description de la vidéo. Et à bientôt.